Bonsoir tout le monde, je m'appelle Marie-Louise Arsenault. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là comme animatrice du lancement de cette 25e anniversaire, cette 25e édition de l'État du Québec. C'est un ouvrage très important, c'est un projet phare de l'Institut du Nouveau Monde. C'est un ouvrage en fait qui nous permet de prendre le pouls de ce qui se passe au Québec, de cartographier les enjeux sociaux, économiques, politiques importants. Ça se fait depuis déjà 25 ans contre vents et marées, certainement dans un contexte qui est particulièrement difficile, vous vous en doutez bien. On est tous à distance ce soir. On vit tous depuis 9 mois dans une ambiance d'imprévisibilité. D'ailleurs, c'est le thème de cette 25e édition de l'État du Québec. Une ambiance qui nous amène à nous renouveler. C'est un mot qui a été beaucoup prononcé par nos dirigeants, certainement. C'est un mot qui rebute aussi certains intervenants qui ont à prendre la parole ce soir. Alors, vous allez entendre ce soir des auteurs qui ont accepté de participer à cette 25e édition de l'État du Québec, mais aussi des collaborateurs, des invités dont le parcours est semblable ou enfin colle bien avec le mandat de l'Institut du Nouveau Monde. Alors avec nous ce soir, Catherine Etier, qui est une auteure, une performeuse, une humoriste, Vincent de Repentigny, qui est directeur artistique du OFTEA, Brian Miles, qui est directeur du quotidien du Le Devoir, Sylvie Morel, qui est professeure au département des relations industrielles de l'Université Laval, Rachida Azdouz, psychologue, elle est spécialisée en relations industrielles associée à l'Université de Montréal. David Goudreau, écrivain, poète, slammer, c'est une des grandes stars du monde littéraire au Québec. On va avoir une performance aussi d'un élu qui est aussi slammer, un élu de Trois-Rivières, Danny Carpentier, qui s'inspire des 25 ans de l'État du Québec pour écrire ce texte qu'il va performer en direct avec nous. Plus tard, Ziad Touzani, qui est un des jeunes qui s'est engagé dans ce projet de l'Institut du Nouveau Monde, la démarche sur le vivre ensemble. Il sera aussi accompagné par Luc Godbout, fiscaliste, professeur à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Christian Lapointe sera avec nous ce soir. C'est un metteur en scène très connu, un comédien, un professeur de théâtre à l'UQAM. Lui, il va être en compagnie de Jérôme Duprat, qui est membre fondateur d'un groupe très populaire au Québec, les Cowboys fringants, un groupe d'ailleurs dont la célébrité dépasse nos frontières, mais c'est aussi un professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais. Il est chercheur à l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Tout ce beau monde ce soir, mais d'abord, Julie Caron-Malenfant, elle est directrice de l'Institut du Nouveau Monde. On l'écoute vous dire bienvenue. Bonsoir et merci d'être au rendez-vous encore cette année pour célébrer le lancement de cette 25e édition de l'État du Québec, qui est effectivement, comme le disait Marie-Louise, la publication phare de l'Institut du Nouveau Monde sous la direction de Francis Huot. À l'INM, on croit fermement que l'information, c'est la base de la participation démocratique et c'est pour cette raison qu'on produit cette publication annuellement. Il nous serait impossible de le faire sans la contribution de nos partenaires Le Devoir, les Fonds de recherche du Québec, l'EG, le Conseil supérieur de l'éducation, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, la Fondation familiale Trottier, la Fondation McConnell, la Fondation Saputo et évidemment le Palais des Congrès de Montréal qui nous reçoit ce soir. Finalement, je tiens à remercier chaleureusement les auteurs et autrices qui, par leurs analyses, nous aident à envisager la suite du Québec et sans qui l'État du Québec ne serait tout simplement pas ce qu'il est, il n'existerait pas. Sur ce, je vous souhaite un bon lancement. Voilà, merci beaucoup, Julie Caron-Malenfant. Bravo de mener contre vents et marées, hein, vous l'avez dit, l'Institut du Nouveau Monde dans une période qui est difficile. On va commencer ce soir les échanges, les lectures de textes avec nos différents invités. D'abord, on va accueillir ensemble Vincent de Repentigny. Il est directeur artistique du OFTEA, qui a été fondé en parallèle de cet important événement qui est le FTA, événement de théâtre et de danse. Alors, c'est une tribune, le FTA, pour la jeune création d'avant-garde en art vivant. C'était la 14e édition cette année, une édition qui s'est passée dans un contexte particulier. Il a fallu réorganiser, réinventer. Ce sont des thèmes très courants dans le milieu des arts à l'heure actuelle. Alors, bonsoir Vincent. Bonsoir Marie-Louise. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, ce sont des couples que l'on a formés ce soir. Avec vous,
Vincent, vous devez être content quand même, parce Oui, qu'elle est très honorée. talentueuse et lumineuse. C'est Catherine Etier. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Marie-Louise. Bonsoir, Vincent. Alors, Bonsoir. Catherine, c'est une auteure, c'est une performeuse, c'est une humoriste. Les gens qui écoutent la radio de Radio-Canada l'ont découverte et l'ont tellement aimée. Catherine, vous bénéficiez avec raison d'une cote de popularité exceptionnelle dans l'émission d'Alain Gravel le matin avec vos capsules d'humeur. Alors, vous avez plein de points communs, cet amour de l'art. Vincent, vous avez écrit un texte dans cette 25e édition de l'État du Québec, un texte sur la pertinence, le sens de l'art, dont vous allez lire un extrait. Catherine, d'abord, on vous écoute. Alors, départager l'essentiel du superflu. Alors qu'il œuvrait à transformer sa pièce qui allait être présentée au festival, l'auteur et metteur en scène Mani Soleimanlou confiait au journal Le Devoir: « On vient de réaliser que, premièrement, on n'est pas essentiel et qu'on n'a pas de filet social. Alors réfléchissons, non pas pour tenter de remplacer le théâtre, mais pour trouver les bons mots afin de le rendre essentiel quand ça va repartir. » Cette affirmation révèle une question pernicieuse à laquelle on a collectivement été confrontés lors de cette pandémie. Départager ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Sans le vouloir, une échelle de gradation s'est instaurée dans nos quotidiens et on a tous tenté de voir où nos activités se positionnaient sur celle-ci. Lorsque la survie est en jeu, l'art peut-il jouer un rôle essentiel relativement à l'incertitude qui vient? Alors qu'on ne connaît pas ce qui nous attend, on n'est pas encore sorti de cette zone grise qui appelle à la retenue. Il est primordial de se rappeler que des gens vivent encore des deuils tous les jours. Par contre, nos imaginaires ne sont pas pour autant en berne. Les rêves existent toujours. Le milieu artistique n'a pas le monopole de ces espaces. Les imaginaires et les rêves se déploient temporairement hors des lieux qui sont habituellement les nôtres et on devrait tous favoriser leur émergence. Les arts vivants ont l'avantage de naître dans l'instant de la rencontre d'un artiste et d'un public en s'inspirant pleinement du contexte. Face à une crise sanitaire exceptionnelle qui en dissimule une environnementale, ne l'oublions pas, on devrait peut-être entendre la voix des artistes résonner plus fort pour nous aider à naviguer dans ces eaux troubles. Au-delà du divertissement et d'une forme de fierté nationale, les artistes nous proposent un reflet sensible qui révèle l'invisible tout en créant des perspectives et des décalages. Il nous faut saisir ce miroir déformant et oser l'introspection qu'il propose. Ce qu'on y verra ne sera pas toujours beau et lisse, mais on n'a plus tout à fait le choix si on veut imaginer un avenir ensemble. Voilà, c'était un extrait de votre texte, Vincent de Repentigny, dont le titre est « Activer la suite, l'art vivant déconfiné ». Beaucoup de choses dans ce court extrait, des choses qui vous concernent tous les deux. Comme performeuse, vous avez besoin d'une scène, vous avez besoin d'un public. Oui, idéalement. Idéalement. Bien sûr, Vincent, ce fameux festival que vous dirigez, le FTA, a évidemment souffert de ce qui est en train de se passer. Bon, vous dites dans ce texte-là, on a été obligé de réfléchir au rôle essentiel ou non de l'art. On a été obligé de départager ce qui était essentiel ou pas essentiel. 9 mois plus tard, qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité dans une société, en fait, de la pertinence dans une société des arts vivants? Est-ce que vous pensez que les gens ont réalisé que ça leur manque, Vincent? C'est une très bonne question. Puis c'est vrai que quand j'ai écrit ce texte-là, on était vraiment à quelques semaines du festival. On était encore tout chaud à un moment qui était encore dans une urgence. Puis aujourd'hui, quand on le regarde avec une certaine distance, pour moi, c'est très beau de voir comment cette pensée-là s'est développée à travers le temps. Et c'est sûr que le rôle du FTA, c'est aussi d'influencer, d'aider aussi à être le laboratoire pour le milieu des arts vivants. Et ce qu'on a testé dans le contexte de ce festival-là, ce qu'on a vu, c'est que ça a eu des impacts sur les façons que les gens ont envisagé la suite pour les mois qui ont suivi. Moi, je sens aujourd'hui que on reconnecte à des désirs. Moi qui voyais 3 à 4 spectacles par semaine, aujourd'hui, je ressens un manque que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. Et ça dit aussi beaucoup de choses sur les rythmes qu'on avait, le rythme qu'on avait avant, puis le rythme qu'on veut s'imposer pour la suite. Et dans le texte, je cite Bruno Latour parce qu'il parlait de créer un outil pour nous aider à atterrir après la pandémie et de départager en fait ce qu'on avait envie de garder, conserver, puis ce qu'on voulait transformer pour la suite. Et quelque part, je sens qu'on est toujours dans ce travail-là et qu'il y a beaucoup de gens qui font ce travail-là pour voir où on veut amener les publics avec nous pour la suite. On voit que vous êtes un homme positif et créatif, là, parce que moi, premièrement, comme vous venez de l'exprimer, il y a un manque terrible, Catherine, de cette
expérience là, humaine et artistique que procurent les arts vivants, là, moi, je me questionne beaucoup sur qu'est-ce qui nous manque quand on n'a pas ça dans notre vie. Il y avait des spectacles pendant la Deuxième Guerre mondiale dans le Paris occupé. Là. Ça n'est pas arrivé souvent dans l'histoire de l'humanité qu'on a été privé de ça, Catherine. Qu'est-ce qui manque à l'existence humaine, à votre avis, quand on n'a pas accès à ça? C'est une question philosophique. Ah, mon Dieu, c'est une grande question. Mon Dieu, mais je pense que moi, je me suis rendu vraiment compte, là, même si ça paraît bien bébête, que l'art, c'est un échange. Là, j'en ai consommé de l'art. J'allais entendre des pièces en me promenant dans la rue. J'ai regardé des spectacles de danse via Zoom. Ouais. J'ai essayé tout ça, puis la connexion est pas entière, même si c'est une autre expérience, mais c'est comme une expérience avec soi-même. On a besoin, je pense, moi, en tout cas, ce qui me manque, c'est l'expérience collective, l'expérience avec les autres, entendre les applaudissements, regarder les gens, regarder un spectacle, c'est tout ça, dans mes mots à moi, là, qui me manque, c'est l'expérience collective, en fait, sur laquelle je ne m'étais jamais vraiment autant penchée. C'est la création de l'harmonie aussi, on pourrait dire, Vincent. Puis ça, on pourrait ramener ça à une réflexion sur le côté essentiel qu'on a mis de côté. Hein. Je disais que vous ne sembliez pas avoir de colère. Évidemment, il y a des artistes qui se sont prononcés, qui sont sortis publiquement pour dénoncer certaines décisions gouvernementales à l'égard de la fermeture des salles de spectacle, par exemple. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça dit sur notre société, ce qui est en train de se passer? On a l'impression que les arts vivants, c'est pas important pour les gens qui nous dirigent. Avez-vous l'impression que c'est important pour les gens? Est-ce qu'on est en train de perdre d'une certaine façon, contact avec la place que ça devrait prendre dans notre monde? Mais je pense que ce désir-là, qu'on nommait, cette envie-là du ensemble, du collectif, en fait, il est extrêmement fort. Puis moi, je suis assez... oui, c'est vrai que je suis peut-être un optimiste, mais je suis assez confiant que les gens le ressentent, ce désir-là, puis qu'ils vont avoir vraiment envie de revenir dans une salle de spectacle, de reconnecter à cette chose-là, d'être à ce ensemble-là. Politiquement, je pense que, par contre, il y a une déconnexion quand même de la compréhension de ce que ça implique humainement, pour les artistes, pour le travail qui est fait quotidiennement, même dans la façon où ce qu'on doit envisager aussi, c'est que c'est un travail très difficile à faire quand on sait qu'il n'y aura pas de finalité. Parce que ce moment-là charnière de la rencontre humaine est tellement central que de faire ce travail-là, de continuer à le faire quotidiennement. Moi, les artistes autour de nous, autour de moi, continuent à travailler quotidiennement parce qu'on a le droit de travailler en salle de spectacle, comme en répétition, en résidence. Il y a un travail qui continue à se faire, mais je sens que c'est très dur de se connecter à la source même quand on sait que les choses vont sûrement disparaître, ne pas se réaliser dans les prochains mois. Et ça, c'est dur aussi de prévoir par exemple, je regardais le théâtre d'aujourd'hui, donc on prépare des programmations en fonction de 3-4 plans possibles. La débrouillardise que ça nécessite. Puis là, vous n'avez pas parlé tous les deux de l'aspect financier parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans le milieu des arts vivants à l'heure actuelle puis qui vont renoncer. On l'a vu, il y a des études qui sont parues, des musiciens dont 1/5 des musiciens auraient déjà renoncé à pratiquer leur métier. C'est l'après, là. Je sais que vous êtes optimiste, Vincent, puis tant mieux. Mais est-ce qu'on va rebâtir sur des ruines, en fait? Oui, complètement. Puis je pense que ça touche d'autant plus les praticiens, mais aussi tous les collaborateurs, concepteurs, tous ceux qui entourent aussi ces créateurs-là, ces artistes, souvent on sous-estime, et les métiers de l'ombre, il y a des pertes énormes là, en termes humains, en termes de savoir-faire là, qui sont en cours. On va se souhaiter le meilleur des mondes pour que dans quelques mois, on parle beaucoup du vaccin comme étant la panacée absolue. Et le retour de la lumière, Catherine? Je leur tends mes deux bras. Vous êtes prête, vous, hein? Vous n'êtes pas anti-vaccin. Vincent de Repentigny, Catherine Etier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous deux. Bravo, Vincent, de ce texte. Activez la suite, l'art vivant, déconfiné, que vous avez écrit et qui paraît dans cette édition de l'État du Québec. On va maintenant retrouver quelqu'un d'important dans le paysage médiatique, c'est Brian Miles. Il est directeur du Devoir depuis février 2016. Il a œuvré pendant 20 ans au sein même du quotidien Le Devoir comme journaliste de 1994 à 2015. En parallèle, il a aussi enseigné le journalisme à l'UQAM. Il a aussi assumé la présidence de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec de 2009 à 2013. Il est détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en journalisme. Bonsoir, Brian Miles. Est-ce qu'il est avec nous? Oui, bonsoir, je suis avec vous. J'ai peur, Brian. Non, l'autre vient de me donner la permission de vous parler. D'accord, ça nous fait plaisir. Merci d'être avec nous ce soir, Brian. Ça me fait plaisir, merci. Oui, Madame Sylvie Morel. Sylvie Morel, bonsoir, Sylvie. Est-ce que Madame Morel nous entend bien? Est-ce qu'elle est avec nous ce soir?
Bon, on va peut-être donner aux gens qui font partie de l'équipe technique de cette transmission je la en direct. vois. Oui, je vous entends. Oui, bonsoir. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Rassurez-moi, on est en direct du Palais des Congrès, je vous le rappelle. Alors, Madame Sylvie Morel, vous êtes économiste et professeure titulaire au département des relations industrielles de l'Université Laval. Vos recherches portent essentiellement sur les politiques publiques de l'emploi, la sécurité sociale, la théorie économique, l'économie institutionnelle de John R. Commons et l'économie féministe. Vous avez collaboré à plusieurs réseaux de recherche féministe. Brian, vous allez lire un extrait ce soir du texte qu'a écrit Mme Morel pour cette édition de l'État du Québec, un texte intitulé « Privilégier les femmes dans la stratégie de relance économique ». On vous écoute d'abord, Brian. Merci. S'agissant de la démarche et des moyens à privilégier pour réaliser une relance genrée, le plan d'action d'ONU Femmes, l'entité des Nations unies consacrée à l'égalité des sexes, trace des pistes intéressantes. Pour répondre à la COVID-19, 5 priorités y sont énumérées, dont des plans de protection sociale et de relance économique bénéficiant aux femmes et aux filles. On parle ici d'appuyer les évaluations et la promotion de politiques favorisant, citation, l'élaboration de réponses politiques adaptées, de soutenir les entreprises appartenant à des femmes, de mobiliser le secteur privé et de mettre en place des procédures d'approvisionnement sensibles aux questions de genre. Fin de la citation. ONU Femmes priorise aussi la lutte contre la violence basée sur le genre, le partage de la charge du travail, des soins et la participation à la prise de décision des femmes et des filles touchées par la COVID-19. Les politiques de relance étant principalement mises en place par les gouvernements, on conçoit aisément que les orienter vers les besoins des femmes requiert une volonté politique ferme, se traduisant en moyens concrets. Les pressions des groupes féministes sont, à cette fin, indispensables. Il importe aussi de savoir qui prend en charge cette relance. Au Québec, seules 4 des 18 personnes composant la cellule de crise créée par François Legault étaient des femmes. Jusqu'au remaniement ministériel du 22 juin 2020, le comité de relance économique n'en comptait aucune. Mais même une composition paritaire, quoique indispensable, ne suffirait pas à garantir un diagnostic de la situation et une politique de relance genrée. La contribution active des organisations féministes, Conseil du statut de la femme, groupes de femmes, centres de recherche, etc., est aussi requise, et ce, à toutes les étapes du processus. Faire participer ainsi les parties concernées est la démarche recommandée par ONU Femmes en matière de budgétisation sensible au genre. Celle-ci, promue également par l'Organisation de coopération et de développement économique, cherche à intégrer des considérations d'égalité de genre dans la procédure budgétaire pour garantir une affectation efficace des ressources en fonction des besoins définis et restructurer les recettes et les dépenses pour renforcer l'égalité homme-femme et l'autonomisation des femmes. Merci, Brian Miles. Est-ce que ça vous émeut, Mme Morel, de voir Brian Miles lire votre texte? Ça doit être une expérience particulière, non? Ben, écoutez, je suis ravie que ce texte, qu'il ait choisi le texte. Je l'en remercie d'ailleurs, effectivement. Moi, j'ai 1000 questions pour elle. Brian, elle est économiste. Je rappelle qu'elle est professeure au département des relations industrielles de l'Université Laval. C'est une chercheure dont les travaux portent entre autres sur le féminisme. Dans le court extrait que vous avez lu, il y a plein d'informations. Moi, je n'étais pas au courant, par exemple, que le comité de gestion de crise mis sur pied par le gouvernement de M. Legault ne comptait que 4 femmes sur 18 personnes. Là. Comme journaliste, Brian Miles, quelle est la question qui vous vient en tête pour Mme Morel? Les enjeux de l'après-COVID pour les femmes sont nombreuses. Là. On a vu passer les mêmes études. Là. Les femmes sont moins nombreuses. Leurs études étaient moins apparentes. Les études menées, par exemple, comme Mme Morel, étaient moins apparentes depuis les 9 derniers mois. Ça, c'est un des enjeux, là, Brian. Oui, mais pour moi, juste avant qu'on avance, c'était évident que j'allais lire ce texte-là pour moi parce que l'égalité homme-femme, ça reste encore un combat de tous les instants, au Québec comme ailleurs. Mm-hmm. Et c'est le combat qui devrait chapeauter tous les autres parce qu'il n'y aura pas d'égalité des droits de justice sociale si on n'est pas capable d'assurer l'équité homme-femme. Et moi, j'ai été élevé par une mère monoparentale, même si j'ai connu mon père et que je n'ai pas manqué d'amour paternel ni maternel. Je sais très bien ce que les femmes mettent sur la table quand ils ont des enfants,
quand ils se retrouvent chefs de famille seuls et qui doivent gagner leur vie aussi. Alors, c'est un enjeu qui vient me chercher profondément dans moi. C'est bien, vous parlez de vos émotions. On n'est pas dans le débat intellectuel. On parle de Non, quelque chose. puis si Mme Morel se demande pourquoi j'ai pris son texte, c'est pour ces considérations-là. Et moi, je me fais un devoir de rappeler à mon monde à l'intérieur, au devoir, l'importance de la parité, y compris dans notre comité de direction qui est paritaire. Alors, au devoir, ça, le contenu et les revenus sont gérés par des femmes pendant que moi, je fais la mascotte pour les lancements de l'État du Québec. C'est intéressant que vous disiez ça. Le contenu et les revenus sont gérés par des femmes. Madame Morel, dans ce texte-là, là, je le disais, il y a plein d'informations qui sont choquantes. La plupart des femmes qui font des recherches, des chercheurs, des intellectuels sur le territoire du féminisme, je leur demande souvent si elles ne sont pas en colère. Parce que, il s'est écoulé beaucoup de temps là, depuis le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, plus de 70 ans. On a l'impression parfois qu'on n'avance pas. Qu'est-ce qui vous donne l'espoir? Qu'est-ce qui me donne de l'espoir? Ouais. Écoutez, j'aimerais déjà dire que le fait qu'on ait pu voir se développer quand même énormément de travaux en économie féministe, le fait que ces travaux soient aussi orientés dans une perspective qui remet en cause beaucoup des conceptions qu'on peut avoir de l'économie, des conceptions qu'on a des rôles en fait que remplissent les hommes et les femmes en matière économique et qu'on considère aussi que les infrastructures que l'on a tendance à dissocier en les rangeant soit dans la colonne économie versus la colonne des sociales, ça ne tient pas vraiment la route parce qu'on réalise de plus en plus, en fait, que nos économies, je pense que la pandémie là-dessus va nous avoir beaucoup fait avancer. On réalise que nos économies sont beaucoup construites sur les soins que l'on prodigue aux personnes. Et donc, la nécessité de bien prendre en compte ces considérations, ça a un impact majeur sur la manière dont est définie l'économie, sur la façon dont on applique les politiques budgétaires, les politiques fiscales, la politique monétaire, l'ensemble des enjeux que l'on associe généralement à l'économie, desquels sont écartées les femmes, apparaît, je pense, différemment aujourd'hui à la lumière de ce que nous venons de vivre. Parce qu'on a vu à quel point, par exemple, nos services aux personnes, les services de santé, notamment, bien sûr, qui étaient au centre de ce qu'on vient de vivre comme tourmente, sont indispensables pour assurer nos économies, la survie de nos économies. Alors, il est clair qu'à cet égard, je pense qu'on a de quoi se mettre sous la dent pour réfléchir. Ça ne veut pas dire que les choses sont gagnées, que les biens sont établis, et loin de là. Je ne voudrais pas faire état des points sur lesquels je suis plutôt pessimiste, parce que je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. J'ai plus envie que l'on se dise collectivement qu'effectivement, il y a énormément de choses qui viennent se produire qui nous forcent à revoir nos conceptions de l'économie en particulier. Oui, l'économie comme une affaire de croissance, de performance, d'objectification, notamment du corps des femmes. Vous parliez des soins. Ça nous a permis économiquement de réaliser que sans ces services de soins-là, l'économie tombe d'un coup. 80 du personnel infirmier est composé de femmes, 90 du personnel des préposés aux bénéficiaires est composé de femmes. C'est énorme, cet apport-là, dans une société. Vous avez vraiment l'impression, Mme Morel, qu'on va réaliser socialement et économiquement cet apport-là. Qu'est-ce que ça va changer? On a vu que la FIC avait finalement réglé avec le gouvernement au cours des derniers jours. Avez-vous l'impression que c'est un signe, ça? Ben, écoutez, que les choses vont changer, je veux un peu tempérer le propos optimiste que je viens d'avoir précédemment pour bien comprendre ce que je veux dire. Les choses vont changer qu'en notant qu'il y a des pressions dans la société, j'en parle dans le texte, je pense qu'il y a nécessairement des pressions qui doivent venir de la société civile pour faire en sorte notamment qu'on développe une relance qui soit orientée en fonction de l'accomplissement de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, ça veut dire effectivement toujours une mobilisation qui est requise de la part des organisations féministes, de la part des groupes, des nombreux groupes, syndicaux également, de la société dite civile. Mais ça requiert effectivement qu'on soit constamment aux aguets. Ça ne peut pas se faire tout seul. Et il y a énormément d'actions qui doivent être entreprises si on veut avancer dans la voie de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais il faudrait déjà réaliser qu'il n'y a aucune politique qui est neutre. Et donc, la politique budgétaire, puisque c'est ce dont on parle quand on parle de politique de relance, on parle de politique budgétaire
avec la manière, donc la façon dont seront orientées les recettes. On parle de politique, les dépenses, pardon. On parle de politique fiscale avec la manière dont on ira chercher les recettes. Et bon, la politique, j'ai parlé tout à l'heure aussi d'autres grandes politiques de stabilisation, comme la politique monétaire. Tout ça devra être examiné en fonction de l'objectif de rétablir une justice, si on veut, entre les hommes et les femmes dans la société. Et de fait, l'agenda est large. L'agenda est très large. Et voilà, je ne sais plus exactement par où commencer, tellement il y a des choses à toucher dans tout ça. Mais cesser de considérer comment dire, prendre en considération entièrement les coûts que représente la production, mais véritablement élargie à la prise en compte du travail non rémunéré des femmes, du travail domestique ou du travail s'accomplissant dans plein d'autres sphères de la société, prendre en considération le coût de la reproduction sociale, c'est-à-dire actuellement, les femmes supportent de manière prépondérante le coût des enfants. On n'a pas de politique publique encore aujourd'hui, malgré que nous en avons de très intéressantes, et en particulier au Québec, on a développé notamment une politique familiale très élaborée, mais encore, le coût est porté indûment par les femmes, par le sous-emploi, par la sous-rémunération, par une prise en charge, encore une fois, du travail domestique, même s'il y a beaucoup il y a des avancées indéniables. Hein. On n'est plus il y a 50 ans. À cet égard-là, oui, mais la charge mentale... Les coûts sont énormes. Il faut qu'on prenne le temps de les comptabiliser. C'est ça que je dis. Voilà. Alors ça serait bien. Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi, Brian Miles, si Mme Morel était proche du cabinet du premier ministre, si le texte qu'elle a écrit était lu par François Legault, parce qu'il paraît que l'État du Québec est remis aux élus. Alors, ça pourrait faire partie de sa liste de lecture la prochaine fois qu'il va faire des déclarations publiques à cet égard. Là. Il mériterait d'être conseillé par une femme de cette envergure intellectuelle aussi. Absolument. Mais, vous savez, je me souviens d'avoir lu un ouvrage fantastique il y a quelques années qui s'appelait The Race Beat. C'était comment les journalistes avaient couvert la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Oui. Donc, c'était la perspective des droits civiques par la couverture journalistique. Et les choses ont changé le jour où les enjeux de droits civiques sont passés des journaux noirs à l'ensemble des journaux et des médias. Quand l'enjeu de la justice et la fin de la ségrégation a interpellé l'ensemble de la société américaine. Alors moi, j'insiste, les enjeux d'équité homme-femme doivent nous interpeller tous autant que nous sommes. Ben voilà. Ça, à partir du moment où ça va devenir une préoccupation constante, un conseil des ministres ne pourra pas y échapper. C'est clair. Et ça prend des femmes dans les médias aussi à des postes de direction comme le vôtre, Brian Miles. Elles ne sont pas nombreuses à diriger des grands quotidiens dans une ville comme Montréal, par exemple. Non. Puis, comme à la direction du Devoir, on n'a pas abusé vraiment des nominations féminines. Il y en a eu sur 9 directeurs. Il y a une directrice seulement qui était Lise Bissonnette. Et on s'en souvient encore, d'ailleurs, de son passage. Alors, l'État du Québec, votre texte, Sylvie Morel, est disponible dans cette édition 25e anniversaire. Brian Miles et Sylvie Morel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous les deux. Merci vraiment. À vous. Merci à vous. Au revoir. On va retrouver maintenant une collaboratrice des éditions précédentes de l'État du Québec, une femme de médias aussi. Elle est psychologue au département des sciences de l'éducation, des sciences sociales et humaines de l'Université de Montréal. Elle est conseillère au vice-rectorat aux affaires internationales et à la francophonie. Rachida Asbuz. Bonsoir, Rachida. Oh, je crois qu'il va falloir que vous allumiez votre micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Là, on vous voit, vous êtes spectaculaire, on vous reconnaît. Oui. Et voilà. Voilà. On m'a pas invisibilisé, mais on m'a inaudibilisé. Là, vous avez libéré ma parole, là, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, Rachida. Avec vous, l'une des grandes, je le disais en ouverture, de retransmission en direct du Palais des Congrès, je le rappelle, une des grandes stars du monde littéraire québécois, David Boudreau. Il est poète, slameur, écrivain. On lui doit la très populaire trilogie. Certains d'entre vous l'ont probablement lu, la trilogie de la Bête. Et il vient de lancer, c'était il y a quelques jours à peine, un album, son 4e en carrière, le nouveau matériel. Bonsoir, David Boudreau.
Bonsoir et bonjour à tous et toutes. Oui. On réinvente le langage. Il faut se réinventer. Alors, bonjour à tous. Oui, vous êtes bons là-dedans. Vos cheveux ont beaucoup poussé depuis le début de cette pandémie. Je le remarque ce soir en vous voyant par Zoom. Alors, je trouve que vous faites un duo absolument exceptionnel, tous les deux. Est-ce que vous vous connaissez d'ailleurs, Rachida et David? Avez-vous déjà travaillé ensemble? On s'est rencontrés sur un plateau de télé il n'y a pas longtemps et je pense que ce fut un coup de foudre, je pense. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais moi, j'ai dit, je veux lire le texte de David Goudreau. J'ai dit, ce texte est à moi et j'ai usé de toutes les ruses pour l'avoir. Bon, ça a fonctionné, David. Voilà, oui. Non seulement c'est réciproque, mais l'amour était déjà là avant. Moi, il y a peu de choses dans la vie qui me font aussi plaisir que la voix de Rachida Asdouz, cette énergie, cette passion qu'elle transmet. Vraiment, je suis un grand fan. C'est une lumière qui vous habite. Tous les deux, vous êtes aussi, bien sûr, passionnément concernés par la jeunesse, par la génération montante. David, comme travailleur social et encore aujourd'hui, vous continuez de visiter ardemment les écoles. D'ailleurs, vous avez participé à ce projet de l'Institut du Nouveau Monde, la relance sous l'angle des prochaines générations, rêver maintenant, créer demain. En quoi ça consiste, avant qu'on écoute Rachida écrire le texte que vous a inspiré cette expérience? Ben, c'est vraiment une collecte, en fait, de rêver pour créer, organisée avec la Fondation Chagnon et l'INM. C'est ramasser le plus d'idées pour le Québec de 2040. On essayait de rejoindre surtout les jeunes. Donc, un objectif de 5000 idées. On les veut très concrètes. On veut aussi prendre le pouls de la population, mais pas seulement avoir une espèce d'impression. Moi, j'ai embarqué dans le projet parce qu'on m'a clairement dit qu'on allait faire percoler ça jusqu'aux décideurs, jusqu'aux mécènes, jusqu'aux philanthropes et surtout jusqu'au gouvernement qui allait prendre conscience finalement du désir réel de la population et des jeunes. Et finalement, ça fonctionne plutôt bien. Il y a plein de poèmes, de pensées, d'idées, de dessins. Moi, j'ai rencontré des jeunes dans des maisons de jeunes, aussi à la Bibliothèque nationale. On a fait plein d'activités pour avoir ce pouls donc sur le désir que nous avons comme Québécois pour le Québec qui s'en vient de demain, dans 20 ans, oui. Presque. C'est majeur, hein? Alors, Rachida, vous allez avoir un plaisir immense, vous le souhaitiez. Vous avez tout fait, toutes les ruses, pour lire ce texte, cet extrait de ce texte de David Goudreau, inspiré de cette expérience avec les jeunes. Rêvez maintenant, créez demain. On vous écoute. Mais à quoi rêvent donc nos jeunes en 2020? Quelles sont leurs ambitions, leurs espoirs, leurs buts dans la vie? Que retrouve-t-on comme première préoccupation et sujet suscitant le plus de rêves? Aurais-je la job que je convoite ou un rendez-vous avec Marie-May? Non. Connaîtrai-je bientôt mon grand amour? Ben non. Beaucoup d'entre vous l'auront sûrement deviné. Le plus grand nombre de rêves, et de loin, concerne la protection de l'environnement. Le passage de Greta Thunberg à Montréal en septembre 2019 n'a pas qu'engendré la plus importante manifestation qu'ait connue la métropole, il a mobilisé des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes pour la poursuite d'un objectif commun, sauver la planète. C'est ainsi que pour Claude, 79 ans de Châteauguay, cet objectif s'avère un projet fondamental auquel j'essaie d'apporter une contribution à mon niveau. Alors que pour Vincent, 11 ans, de Rouen-Noranda, il faut arrêter de détruire la forêt boréale. J'aimerais qu'en 2040, on ne détruise plus la forêt boréale. Pour y arriver, nous pourrions utiliser des bouteilles de plastique pour faire des murs, des maisons. Nous pourrions aussi faire des meubles en acier. À la place de faire des feuilles de papier, nous pourrions fabriquer des feuilles de papyrus. Grâce à ce projet, nous aiderions la nature à reconstruire ce que nous avons détruit. Tout un programme. En second, tout juste après l'environnement, se trouve la lutte à la discrimination sous toutes ses formes. Racisme, homophobie, sexisme, entre autres fléaux. Eléa, 12 ans, de Montréal, l'exprime de façon succincte et claire. Accepter toutes les différences au Québec. Alors qu'Antoine, 18 ans, de Saint-Thomas, souhaite un monde où il n'y a plus d'homophobie et de racisme pour que les personnes gays et de couleur n'aient plus peur de se faire frapper. La solidarité, le partage de la richesse, l'accès à l'éducation interpellent nombre de nos participantes et participants. Allez jeter un coup d'œil sur le site Rêver pour créer, vous serez renversés par leur générosité et leur altruisme. J'ai également été surpris par l'absence quasi totale de rêves de gloire et de fortune. Faut croire que les concurrentes et concurrents d'occupation double n'ont pas voulu nous faire part de leur désir de reconnaissance immédiate du public. Et force est d'admettre que la
Et force est d'admettre que la poursuite de la richesse ne préoccupe pas les jeunes. Du moins, aucun de nos participants n'a exprimé le souhait de devenir milliardaire. Notre récolte de rêves nous a réservé une autre agréable surprise, soit le nombre élevé de personnes issues de tous les groupes d'âge. Prendre la peine de rédiger, puis de transmettre ses rêves témoigne d'une belle générosité quand on appartient à ce qui est aujourd'hui convenu d'appeler le bel âge. Oh, quel beau texte! Elle l'a bien lu, David. Vous devez être ému d'entendre ça dans la bouche de Rachida Azdouz. Alors, parlons de rêve. On dit beaucoup à l'heure actuelle que cette génération-là, bon, les très jeunes, les adolescents ou ceux qui abordent la vingtaine à peine, sont privés de rêve, David. Et votre texte tend à dire le contraire. Comment vous expliquez ça? Ben, tout simplement parce que c'est une fausse information qui circule. Je crois, on le voyait déjà en 2012, on disait que les jeunes étaient inconscients, ils étaient tout ce qu'on veut, sauf politisés et conscientisés, alors qu'on n'a jamais autant mobilisé la population étudiante. Aujourd'hui, on dit que les millénarios ne conservent pas leur emploi, ne sont pas intéressés par l'avenir, alors que la mobilisation pour l'environnement n'a jamais été aussi forte. Moi, je me promène dans les écoles secondaires, primaires depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai vu des choses évoluer complètement, certaines qui me désolent. Par exemple, au niveau de la souveraineté, on n'est plus là du tout comme on l'était il y a une dizaine d'années. Mais par contre, pour l'environnement, on est complètement mobilisé et j'ai l'impression qu'il y a une conscience de l'autre qui est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était et on le voit sur rêver pour créer.ca. Si je peux me permettre, juste mon rêve préféré, Florence, 12 ans, comme projet de société, de belles dents droites, même pour les tout croches. Moi, je trouve ça merveilleux qu'à 12 ans, on souhaite des soins dentaires à tout le monde et même des belles dents droites, même pour les tout croches. Même pour les tout croches. Ça fait ma soirée. Vous venez de mettre le doigt sur ce qui transparaît dans votre texte, là. Je pense que vous avez voulu transmettre le plus fidèlement possible les impressions, les élans, les idées des jeunes que vous avez côtoyés. David, c'est tout à votre honneur d'ailleurs. C'est le souci des autres. Rachida, vous êtes en milieu universitaire depuis déjà plusieurs années. Là. Est-ce que vous avez la même impression, ce souci des autres? Est-ce que c'est relativement neuf, récent? Ben, tout à fait. Je ne sais pas si c'est neuf, mais c'est vrai que ça transparaît beaucoup dans les textes, dans le texte, en tout cas de ce que David en fait ressortir, c'est qu'on n'est pas du tout. Moi, j'ai essayé de comparer avec d'autres générations. On n'est pas du tout, par exemple, dans le rêve d'une société des loisirs, où on vivrait dans une espèce de confort, une bulle, son confort personnel, mais on est beaucoup dans des rêves de solidarité, on est centré sur les autres, on est altruiste. Ce qui m'a frappé aussi, c'est c'est comme un retour à l'humanisme. On n'est pas dans le transhumanisme, dans un rêve de toute puissance, d'un être humain débarrassé ou qui aurait repoussé les limites de la maladie, de la vieillesse. Il n'y a pas de rêve de puissance, de toute puissance, mais plutôt, on est plutôt dans l'humanisme, le respect de l'altérité, la non-violence, la justice sociale. Et ce qui m'a frappé aussi, ça ne m'a pas étonnée parce que quand même à l'université on côtoie des jeunes, mais je trouve que David l'a beaucoup mis en... C'est ça qui est fascinant chez David, c'est que quoi qu'on lui donne, il se met au service de son sujet. Oui, ça c'est extraordinaire. Donc c'est qu'on n'est pas dans l'idéalisme des hippies de peace and love et il est interdit d'interdire. On n'est pas dans cet idéalisme-là. On n'est pas non plus dans l'espèce de nihilisme, du désespoir des punks, no future. Mais on est dans le projet. Et ce projet-là, c'est pas un projet d'émancipation, c'est un projet de préservation. On veut juste préserver en l'humain ce qui fait qu'il est humain. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je ne sais pas si David a lu la même chose dans ce qu'il a vu. Oui, puis j'ai envie de compléter en disant, même en ce moment, on sent une grande polarisation au niveau de la société sur certains thèmes et même sur certains termes, ce qu'on peut utiliser ou pas. Oui. Et moi je trouve que derrière cette polarisation-là, cette tension-là, on est quand même dans le souci de l'humain. C'est quand même des gens qui se braquent pour une position de défense des minorités versus une autre partie de la population qui se braque au nom d'un humanisme plus grand ou d'une défense d'un droit à l'utilisation de certains mots. Mais on n'est pas dans la
carrément dans la mesquinerie, la méchanceté. J'ai l'impression qu'on ne s'entend pas sur bien des choses, on s'entend mal sur bien des choses, mais j'ai l'impression que fondamentalement, il y a un retour à un désir d'être bien avec l'autre, puis même si ça clash souvent, même s'il y a des accrochages majeurs à travers tout ça, moi, j'ai le sentiment que profondément, il y a un désir humain de rencontrer l'autre qu'on retrouve chez les jeunes, particulièrement dans ce projet-là, mais que moi, je retrouve même dans la polarisation en ce moment. On n'est pas en train, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de se retrouver finalement. On se retrouve tellement des extrêmes, mais des extrêmes qui tendent à se rejoindre malgré tout. Bien, il y a un vrai désir, en tout cas, qu'on pourrait souhaiter là, d'un dialogue et d'une rencontre. Il y a de la modestie. David, aussi, on a l'impression chez les jeunes que vous avez pu côtoyer, là, une vraie modestie. Rachida le disait, là, quelque chose de simple, une vie simple, une équité souhaitée et qui n'est pas représentée dans les médias. On pourrait terminer là-dessus. Là, vous faites une blague en parlant des candidats d'occupation double. Là. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi, David, à votre avis, que ça soit reflété, ça? Ces idées-là, ces concepts-là, ces désirs-là, de la part des gens qui ont aujourd'hui 15 ans ou 20 ans, là. Mieux, en fait, parce qu'il y a une déconnexion, en tout cas, entre leurs paroles et ce qu'on voit d'eux dans les médias. Ben, on oublie de dire qu'ils sont eux aussi très sous-représentés dans les médias et c'est pas pour rien qu'ils se détachent des médias traditionnels. Ils n'écoutent pas la télévision, ils n'écoutent pas la radio commerciale. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas d'eux, on ne reflète pas leur réalité, donc ils se retrouvent sur Internet et on perd accès à une grande richesse qui est leur pensée et leur désir. Très beau texte, David Goudreau. Encore une fois, vous ne lâchez pas. Hein? Ça doit être le thé que vous buvez. On voit des théières derrière vous, je me permets de le dire. Quelques-unes. Oui, voilà, il y en a quelques-unes, certainement. Ce texte dans l'État du Québec dont tu as lu un extrait, dont Rachida Azdouz a lu un extrait, s'intitule « Rêver maintenant, créer demain ». Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci Marie-Louise, merci Rachida. Merci. Alors, voici maintenant un slam. Ça va intéresser David Goudreau, d'ailleurs. C'est un jeune homme originaire de la même ville que lui, je tiens à le dire, de Trois-Rivières. Il s'appelle Danny Carpentier. C'est un élu, donc c'est un responsable politique qui est aussi un créateur, un slammer. Et il s'est inspiré de ce 25e anniversaire des 25 ans de l'État du Québec pour écrire un texte pour le... 1995, il y a 25 ans. Le Québec se tient debout et passe proche. Bonsoir. Comme la petite maison blanche du Saguenay, le oui avec 49,42 %. Le Québec démontre une solide force. Référendum, on se reverra tout à l'heure. Là, on doit se recentrer, se renouveler, devenir encore quelque chose comme un grand peuple. C'est un devoir de mémoire. Nos valeurs doivent s'exprimer dans notre économie plutôt que de voir l'économie s'inviter dans nos valeurs miroirs. Les enfants sont notre avenir au présent. Les rôles changent, les statu quo dérangent, les rôles dans la famille évoluent. Les CPE viennent en soutien, les modèles d'avant sont révolus. Autodétermination quand tu nous tiens. On veut encore être maître chez nous. Et chez nous, c'est pas là-bas. On n'est pas made in Ottawa. On ne peut renier le passé. Les déchirures se cicatrisent trop lentement. On a nos périodes sombres, nous aussi. Le génocide culturel autochtone, les orphelins de Duplessis, le mal est fait. Les excuses viennent enfin. La réconciliation, dès maintenant et à jamais. On ne parle que par les gestes, fait qu'on verra bien si. Mondialisation, 2001, sommet des Amériques, abat les frontières, les grandes institutions sont au service de qui, hein? À part le fric. Mais l'argent ne se mange pas. Une nouvelle génération, elle, se nourrit d'ambition. Prendre notre place dans l'espace public. On n'est plus à l'époque du goudron et des plumes. Si les décisions ne nous ressemblent pas, ben, faudra changer le costume. Le protocole de Kyoto donne l'alerte. Harper fait la sourde oreille. L'effet de serre, c'est pas comme quand la chasse est ouverte. Faut changer le système. Un vote, c'est pas un vote, si ça reste toujours idem. Depuis 2003, on attend la proportionnelle. Le paysage change. Les paroisses deviennent des villes en fusion. Bouchard, David, Gazal, Solidaire et Lucide Crew. 2005, un manifeste pour que le Québec se mette les yeux devant les trous. La belle province en ébullition. On veut se mettre l'identité à jour. Chez nous, c'est comme chez vous, mais chez vous, c'est pas comme chez nous. Ouh. Ça soulève les passions. Chacun veut sa place, son port d'attache. La laïcité, oui, mais pas partout. Attention, les communautés veulent le respect. Des opprimés prennent la rue. Montréal-Nord est en feu. Frédéric Villanueva repose en paix. La violence policière, c'est l'enjeu.
c'est pas de la chance, c'est toujours les mêmes qui sont chanceux. On part pas tous égaux dans la course. La commission Charbonneau nous montre qui tire vraiment les cordons de la bourse. Un chum, c'est un chum. Et quand les magouilleux ont la grippe, c'est le petit peuple qui tousse. Tous, tous, tous. Tous avec le CH qui a 100 ans en 2009. Le Rocket Silicon des francophones d'Amérique. Marche bleue, les citadins veulent leur retour des Nordiques. Ça joue dur d'un coin. Quand l'austérité nous met en échec, c'est le bien commun qui est en pénalité. 2 minutes pour coupure élevée. On convie le reste du monde dans un forum qui est social et mondial. On convie les décideurs à entrer dans la danse. On s'influence des bonnes pratiques. Les besoins sont immenses. Il faut échanger, changer, changer. Pour prendre le courage, il faut se mettre en danger et dénoncer. Partout, c'est le mouvement MeToo. On sort les squelettes du placard. Des femmes donnent un grand coup. Être féministe, c'est pas être égalitariste, c'est aussi reconnaître que du retard. Il faut que ça change, puis vite. C'est systémique. La coalition arrive et donne une alternative nouvelle depuis la Révolution tranquille. Un véritable raz-de-marée politique, mais rien à voir avec les catastrophes climatiques annoncées par les scientifiques. On est 500 000 à suivre Greta, une enfant de 16 ans qui donne des leçons au chef d'État. Puis, une véritable bombe virologique met le Québec sur pause. Maestro Arruda sur la baguette. Le Québec doit se mettre au diapason et être docile et rester dans son domicile adoré. 25 ans de changement, 25 ans d'évolution. Donnons-nous enfin les moyens et nos ambitions. Un quart de siècle de remise en question. Donnons-nous les réponses. À nos prochains, il faudra rendre des comptes. C'était un slam qui vient d'être lu, performé par Danny Carpentier. C'est un jeune élu politique de la ville de Trois-Rivières. Avec nous ce soir, nous retrouvons maintenant un autre invité de ce lancement en forme de 25e anniversaire pour l'État du Québec, Zied Touzani. Bonsoir, Zied. Bonsoir. Vous êtes un des jeunes engagés dans la démarche sur le vivre ensemble. D'abord, vous êtes scientifique de données. Vous travaillez en intelligence artificielle, en développement des affaires, en intelligence artificielle, et vous avez participé avec d'autres jeunes à ce projet, la démarche sur le vivre ensemble, ce projet mis en place par l'Institut du Nouveau Monde. En quoi ça consiste, en quelques mots, Zied? C'est des jeunes issus de la diversité. On s'est réunis pour rédiger un avis pour donner aussi des recommandations sur le vivre ensemble, sur comment vivre ensemble dans notre société actuellement, essayer de définir ou de donner une définition, on va dire, plus contemporaine du vivre ensemble. Donc, c'est vraiment ça la démarche. Bon, comment on fait pour vivre ensemble, à votre avis, Zied? Je pense que c'est vraiment un esprit. Un esprit? Oui, il faut vraiment avoir ça dès le début et vouloir le vivre ensemble. Oui, de l'ouverture, en fait, de la générosité, certainement. Alors, avec vous ce soir, Luc Godbout, il est fiscaliste et professeur à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, Luc Godbout. Est-ce que vous êtes avec nous, M. Godbout, ce soir? Ah, on vous entend, je crois. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vous entends très bien. Et vous me voyez, j'espère. Je vous cherche, je me vois pour l'instant et je vois des invités, mais vous, je ne vous vois pas encore, mais je vous entends très bien. Alors, on va laisser à l'équipe technique le loisir d'avoir le temps de vous trouver visuellement. Luc Godbout, vous êtes co-auteur d'un des textes de l'État du Québec avec Yves Saint-Maurice et Suzy Saint-Cerny, un texte intitulé « Réflexion autour des défis de relance et des finances publiques à l'ère de la COVID-19 ». C'est un beau projet, ça, Luc Godbout, quand même. Les finances publiques sont mises à mal, évidemment. On sait qu'il y a des milliards de dollars en jeu, autant au Québec qu'au Canada. Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir, vous? Bien sûr qu'on va s'en sortir. Bon, vous êtes positif. On n'a pas le choix. Donc, on s'en sort toujours. Mais c'est vrai que c'est l'équivalent d'une guerre là, sous l'impact sur les finances publiques. C'est une guerre à la COVID, mais en termes d'effet sur les finances publiques, c'est énorme. Faites juste vous imaginer un peu, là, il y a un an, là, avant la COVID, là, si on avait dit, s'il arrive une crise, là, est-ce que vous pensez que le gouvernement va intervenir en plus de l'assurance chômage? Là, il va envoyer des chèques pendant 26 semaines de 500 $ par semaine aux gens. Est-ce que vous pensez qu'ils vont subventionner les salaires des entreprises à la hauteur de 75 % pendant 15 mois? Je pense que ça aurait été inimaginable. Et c'est c'est drôle parce qu'il y a des observateurs, vous en faites peut-être partie, qui ont eu l'ironie de dire qu'on a élu un gouvernement, un parti politique très voué à l'économie, à la performance et au rendement, que c'est un parti qui a été vu, qui a été obligé de devenir presque un parti de social-démocratie, là, le Godbout, là.
Ben là, il fallait soutenir. Il y avait une détresse financière, il y avait une détresse. Il fallait soutenir les individus, il fallait soutenir les entreprises. Et par le fait même, on soutient l'économie et on sera en meilleure posture pour la reprise. On espère qu'on ne va pas voir réapparaître le fameux mot austérité là, qui a marqué les années au pouvoir de Philippe Couillard, par exemple. On risque de voir ça, Luc. Bon, là, j'avoue que ce mot-là, c'est un mot qui m'énerve un peu. Oui. Et avec les mêmes auteurs, on est en train de travailler pour essayer de dire, est-ce qu'on peut écrire un texte pour essayer de dire, lorsque quelqu'un parle d'austérité, qu'il soit un peu obligé de dire de quoi il parle, parce que le concept n'est pas si clair que ça. Oui, c'est un mot valise un peu. Alors, Ziad, vous allez lire un extrait de ce texte qu'a coécrit Luc Godbout avec Yves Saint-Maurice et Suzy Saint-Erny. Je rappelle que le titre du texte est « Réflexion autour des défis de relance et des finances publiques à l'ère de l'avec COVID-19 ». On vous écoute, Ziad. De la stabilisation de l'économie à la relance. Dès le départ, les gouvernements sont massivement intervenus pour stabiliser et soutenir l'économie. Ils préparent maintenant leur plan de relance afin que le secteur privé reprenne progressivement sa place économique. Or, dans certains secteurs, les défis d'avant la pandémie, comme la pénurie de main-d'œuvre, sont déjà réapparus. D'autres, dont le succès dépend de la proximité ou de la mobilité, transport public, hébergement, restauration, continueront en revanche d'être affectés longtemps. De plus, des bris dans les chaînes d'approvisionnement et le constat d'une forte dépendance au marché étranger pour certains biens essentiels ont fait ressortir des faiblesses de l'économie québécoise. Dans ce contexte, qu'est-ce qui devrait guider un bon plan de relance ? À court terme, nul doute qu'il faut soutenir les personnes et les entreprises qui souffrent davantage. Il faut toutefois distinguer les entreprises qui avaient un fort potentiel de croissance avant la pandémie de celles qui étaient déjà en difficulté. Mais avant tout, le plan de relance doit être guidé par une vision de long terme. C'est une occasion de changer les choses et d'accélérer la transformation de notre économie. La technologie, que ce soit la numérisation, l'automatisation ou la robotisation, doit faire partie du plan de relance. Le Québec est en retard dans ce domaine et des investissements dans des infrastructures numériques modernes et accessibles à tous et à toutes sont essentiels. Même si ce projet s'inscrit dans une vision de long terme, il peut aussi contribuer à relancer l'économie à court terme. Ces investissements technologiques apparaissent préférables aux investissements en infrastructures physiques plus traditionnelles qui bénéficieraient à un secteur déjà en reprise. L'année 2020 devait être l'année de l'environnement au Québec avant la pandémie, et le développement durable doit demeurer au cœur du plan de relance. Même si l'hydroélectricité est un atout pour le Québec, l'écofiscalité et une réglementation efficace devraient aussi être utilisées pour structurer les investissements dans ce domaine et orienter le développement des marchés. Dans un contexte de vieillissement de la population et de pénurie de main-d'œuvre, un redéploiement des ressources libérées par l'abandon d'activités moins productives vers des secteurs à plus grand contenu technologique est primordial. Pour ce faire, l'éducation et la formation de la main-d'œuvre seront des éléments clés pour assurer la prospérité future de l'économie du Québec. Adapter les programmes de soutien du revenu découlant de la COVID-19 en y intégrant un volet formation ou investissement en capital humain serait un pas dans la bonne direction. Le gouvernement doit agir en leader dans cette relance en conviant un ensemble de partenaires en vue d'établir des projets communs. Cette concertation d'intervenantes et d'intervenants, tant privés que publics, sera nécessaire à la transformation de l'économie québécoise et au partage du risque dans l'élaboration de projets d'investissement. Merci, Ziad. Alors, c'est un extrait de votre texte que vous avez coécrit, Luc Godbout. Je rappelle, avec Yves Saint-Maurice et Suzy Saint-Erny, beaucoup de choses là-dedans. Une vision à long terme. Est-ce qu'on a l'habitude d'avoir ça? On a l'impression que dans les sociétés occidentales actuelles, la vision à long terme a pris le camp depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on est capable, dans l'après-COVID, de revenir à une vision à long terme? Puis comment on va faire ça? C'est sûr que c'est un peu ça le défi, mais la crise actuelle nous amène veut pas, ailleurs. Et lorsqu'on parle d'un plan de relance économique, un plan de relance économique au lendemain de la crise sanitaire, ce n'est pas tous les secteurs qui vont avoir été affectés de la même manière. Donc, tant qu'à investir des dizaines de milliards du côté du Québec, mais du côté d'Ottawa, la ministre Freeland parle de 70 à 100 milliards. Là. Oui. Donc, on a quand même une occasion de dire, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ces sommes-là? Est-ce qu'on veut investir dans les travaux d'infrastructure comme on le connaît habituellement, dire on construit des routes, des ponts, mais ces secteurs-là, là, on est déjà à pleine capacité d'ouvrage actuellement. Là. Donc, la COVID, elle a ralenti un peu, mais rapidement, le secteur de la construction va bien, on est au plein emploi pratiquement, donc peut-être qu'il faut aller ailleurs. Il y a des limites à ce qu'on peut faire à construire un nouveau pont. Là. Bon, l'enjeu est quand même là, même quand c'est des transports collectifs, il va falloir
ciblée vraiment. C'est une reprise qui va être atypique. La relance devra l'être tout autant. Il y a des secteurs qui sont plus affectés que d'autres, mais on a l'occasion de se projeter sur le long terme. Puis je rappelle qu'avant la crise, le Québec avait des défis, le défi démographique, le défi environnemental. Ces défis-là ne sont pas partis pour autant, mais est-ce qu'avec le plan de relance, on est capable de faire d'une pierre deux coups, de prendre l'argent et pour la relance et pour en même temps atteindre une cible environnementale? Oui, vous le dites, il y a des secteurs qui sont plus affectés que d'autres. Le secteur de l'intelligence artificielle, Ziad, où vous travaillez, est-ce qu'il est affecté? On a l'impression qu'il y a de l'argent en masse, que c'est le futur absolu, là. Vous parliez d'ailleurs de l'importance, M. Godbout, dans ce texte-là, d'avoir un vrai environnement numérique adapté, ce qui laisse présager qu'on ne l'a pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire, un environnement numérique adapté, ou en tout cas... Bien, il faut le développer. Là. On le voit avec tout le monde qui travaille à la maison. Là. Oui. On n'a pas besoin d'aller très, très loin à l'extérieur des grands centres pour que les gens travaillent à caméra fermée puis que la connexion Zoom se fasse mal. Là. Donc, il y a des enjeux juste ça, des enjeux de connexion comme ça. De rapidité, oui. De rapidité. Ça va favoriser, là, ça va favoriser le développement économique également. Là. Il faut que les régions puissent compter sur ce support-là pour se développer. Yeah. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Godbout. J'ai envie de rajouter une relance par les dépenses publiques, c'est ce qu'il nous faut. Mais je pense qu'il faut faire attention à comment on dépense et suivre cet argent. Où est-ce qu'il va? Parce que vous preniez l'exemple de l'intelligence artificielle, le Québec a beaucoup investi, sauf qu'il a investi, on va dire, tout son argent sur un seul poulain qui flattait peut-être notre ego, et qui maintenant a été revendu à une autre entreprise, alors qu'il fallait peut-être investir sur les PME. Les PME, c'est 90% des entreprises au Québec, oui. Et c'est elles qui sont finalement maintenant les plus résilientes pour affronter la crise actuelle. Où va l'argent, c'est majeur, hein, le Godbout. Est-ce qu'on va devenir des citoyens plus conscients, plus critiques, plus appliqués à savoir comment l'argent est administré? À votre avis, on était un peu apathique au cours des dernières années. Je me permets de le dire, là. Oui, mais il y a aussi peut-être aussi un regard plus comment dire, reconnaître que l'État a un rôle à jouer, puis l'intervention de l'État va avoir peut-être meilleure presse ou meilleure vue. Nous, on suit là, depuis 15 ans, là, on pose la question aux gens, en l'égard des impôts que vous payez, avez-vous le sentiment d'en avoir pour votre argent? Ce n'est pas tout à fait ça la question, là, mais en regard des services publics que vous recevez. Puis le niveau de gens qui trouvent que les impôts sont trop élevés en regard des services publics qu'ils reçoivent a toujours été la réponse majoritaire. T'sais. Puis là, avec la COVID, on a reposé la question et oups, on est passé légèrement en dessous du 50% des gens qui trouvent que c'est trop élevé. Fait qu'on dit peut-être que ça a changé les perceptions. Est-ce que ça sera éphémère? Est-ce que ça sera de plus longue durée? Mais l'État a un rôle à jouer. Puis on voit aussi, donc, si l'État peut intervenir massivement, bien, contrairement à ce qu'on pense, ça milite aussi pour qu'on équilibre le budget lorsque ça va bien, pour qu'on ait la capacité d'agir lorsque ça va mal. Le Godbout, on va lire ce texte que vous avez coécrit dans l'édition actuelle de l'État du Québec. Ziad, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Alors, on va maintenant accueillir nos deux derniers invités. D'abord, quelqu'un qui est avec nous de façon virtuelle. Alors, c'est quelqu'un qui a un profil assez particulier. Il a cofondé les Cowboys fringants il y a une vingtaine d'années. Ce groupe qui est très populaire au Québec, qui continue d'être aussi populaire, qui a duré. Donc, un groupe musical avec une pérennité, c'est déjà une chose formidable. Un groupe qui a connu un grand succès aussi dans l'ensemble de la francophonie. Il s'appelle Jérôme Duprat. Il est bassiste au sein des Cowboys fringants, mais c'est aussi quelqu'un qui joue un rôle important comme chercheur, comme intellectuel au Québec, puisqu'il est professeur aussi à l'Université du Québec en Outaouais. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Alors, Jérôme, vous avez coécrit dans l'édition actuelle de l'État du Québec, l'édition 25e anniversaire, avec Dominique Champagne, Éric Pinault, Laure Varidel, un texte intitulé « 101 idées pour la relance, les bases d'un plan d'action pour une transition verte et juste ». Alors, vous avez un rôle de chercheur aussi en forêt. Jérôme, qu'est-ce qui vous passionne? Bon, alors évidemment, il y a une préoccupation environnementale très claire, là. Pourquoi les forêts? Pourquoi la forêt? Je dirais l'ensemble des écosystèmes. Hein. Moi, j'ai un programme de recherche, tourné autour des forêts, mais aussi des villes vertes, même des stratégies maritimes de conciliation
protection de la biodiversité et concilier avec les activités humaines. Et l'idée ici, et le terme qu'on aime employer, c'est infrastructure naturelle, c'est d'utiliser le génie végétal, les écosystèmes pour remplir des besoins humains. Donc, évidemment, la biodiversité a sa raison d'exister en elle-même. Il y a tout un ensemble de valeurs qui nous engagent à protéger la biodiversité, mais lorsqu'on se met aussi dans une perspective anthropique, anthropocentrée, on peut aussi utiliser la nature pour rendre une plénitude de services et c'est un petit peu dans cette optique que je m'inscris avec un programme de recherche en économie écologique. Oh, c'est intéressant qu'on entend ce vocable-là qui est relativement neuf, malheureusement, à l'économie écologique. Jérôme, vous êtes en compagnie ce soir. Est-ce que vous le connaissez? Christian Lapointe. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Marie-Louise. Alors, Christian, comédien, metteur en scène de grand talent. Vous avez été joué un peu partout, dont à Avignon. Vous êtes aussi professeur à l'UQAM, en théâtre. Christian, bon, vous connaissiez Jérôme, Christian? Ben non, mais du band, oui, mais pas... Vous l'avez vu jouer de la basse avec un certain talent. Je ne savais pas qu'il était un collègue de l'Université du Québec. Bien voilà, vous êtes des collègues, certainement. Alors, on vous a réunis ce soir. D'abord, Christian, vous allez lire un extrait de ce texte. Coécrit par Jérôme, mais aussi je les nommais par Éric Pinault, Dominique Champagne et Laure Varidel. Ce sont des figures importantes du mouvement écologique au Québec. Certainement. Pourquoi vous avez envie de lire ce texte-là? Ben moi, j'ai demandé qu'on me désigne un texte à lire. Donc, moi, j'aime beaucoup les défis de lecture. Donc, et puis, je me suis dit, on aura la sensibilité parce que les gens qui vont me désigner quoi lire, ils connaissent le livre au grand complet. Et j'ai été ravi d'avoir ce petit extrait à lire parce que je trouve qu'il dit des choses importantes. Bien, qui vous ressemblent, on peut imaginer, Christian. Alors, on vous écoute dans cet extrait du texte, et après, on va discuter avec vous deux. Parfait. Le volume des dépenses publiques actuelles pour éviter un effondrement des économies est déjà considérable et inédit en temps de paix. Les dépenses publiques et les investissements pour stimuler la reprise de l'activité économique devraient être tout aussi importants et impressionnants et structurants. Le Fonds monétaire international évoquait un stimulus atteignant jusqu'à 10 % du PIB en mars pour l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est-à-dire avant que la crise ne nous frappe de plein fouet. On est devant un scénario qui ressemble au bout du compte à celui des années 30 ou encore à la période de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Les dépenses et investissements publics qui seront réalisés dans les mois et années à venir pour relancer l'économie feront sentir leurs effets pour des décennies. Les choix collectifs qu'on s'apprête à faire sont donc décisifs. Ils détermineront comment on va traverser le 21e siècle. Une relance du business as usual serait une erreur historique fondamentale, un geste irréparable que nos petits-enfants et les leurs ne nous pardonneraient jamais. Nos voix s'ajoutent à celles et à ceux qui réclament que la relance économique soit celle d'une transition énergétique et écologique juste. Sur papier, le chemin est bien balisé. Nous connaissons les priorités et les solutions existent. On sait aussi que les coûts de l'inaction dépassent largement les coûts d'un investissement majeur vers la carboneutralité. Une relance par la transition doit viser, selon les recommandations scientifiques, la carboneutralité d'ici 2050, et ce, avec des cibles intermédiaires crédibles et sérieuses. Elle doit aussi viser la protection de la biodiversité, Monsieur le Premier ministre. Non, ça, c'est de moi. Et pour être juste, elle doit être créatrice d'emplois viables, dignes et socialement utiles. Wow. Elle doit également renforcer la résilience et la solidarité des collectivités locales. Finalement, elle doit contribuer à l'émergence d'une économie résiliente dans laquelle la trop grande dépendance envers des circuits longs et mondialisés contrôlés par de grandes multinationales aura été remplacée par des circuits courts et un tissu industriel relocalisé, basé sur une économie circulaire qui permet de réduire l'empreinte écologique au maximum. Telles sont les balises des changements en cours qu'on doit soutenir et amplifier. La transition concerne toutes les régions et toutes les localités du Québec. Un grand effort collectif ne sera possible que s'il est réalisé de manière décentralisée pour que les économies régionales de demain, plus résilientes, soient le reflet des choix et de la culture des gens qui habitent le territoire et façonnent les différentes régions du Québec. Chaque région a ses réalités économiques propres et est confrontée à des défis distincts. En ce sens,
La mise en œuvre de la transition doit passer par des instances de concertation entre les citoyennes et citoyens, les travailleuses et travailleurs, le monde de l'entrepreneuriat, le patronat, les entreprises de l'économie sociale, les organisations communautaires, les groupes environnementaux et sociaux, les personnes élues, l'État et les Autochtones. De telles instances ont longtemps balisé le développement économique du Québec et sont déjà fortes dans de nombreuses régions et localités. Pour garantir la plus grande mobilisation possible, il est essentiel de s'assurer de la participation de l'ensemble de la société en ouvrant des espaces de concertation et d'action efficaces à travers tout le Québec où les citoyennes et citoyens et les acteurs économiques, sociaux et environnementaux de chaque région pourront convenir des priorités à mettre en œuvre et des investissements qui serviront l'intérêt des communautés, le génie de chaque territoire et sa vision d'avenir. Bravo! Non, mais on applaudirait, là. On était un peu... on a retrouvé les arts vivants. Jérôme, ça a dû vous faire plaisir. On était un peu sur une scène. Non, mais quand même, c'est apprécié. Vous l'aviez quasiment appris par cœur, votre texte, vous? Non, c'est... On voit qu'il y a du métier, Jérôme. Hein? Je rappelle que vous êtes professeur, Jérôme Duprat, au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais. Bon, beaucoup de choses dans ce texte-là. Certainement, la question fondamentale, Jérôme, en fait, elle est, est-ce que cette préoccupation-là, qui est la vôtre, est celle des co-signataires de ce texte-là? Je rappelle qu'il y a Laure Varidel, Éric Pinault, que l'on connaît bien sûr, et Dominique Champagne, cette préoccupation d'une économie plus verte, d'une prise de conscience d'un avenir qui se joue autour de ces enjeux-là, elle est aussi présente dans la population. Oui, et je rappelle que ce texte-là aussi se veut une synthèse d'un chantier d'une année qui visait à recueillir les bonnes idées des signataires du Pacte pour la transition. Donc, on a regardé... Dominique Champagne, là, on l'a su il y a quelques semaines. On avait l'impression que c'était comme une espèce de... pas un désaveu, mais... Est-ce qu'il a eu les encouragements nécessaires, en fait, Jérôme? C'est ça la question. Je pense que c'est un très, très beau mouvement, puis ça fait son effet. Il y a eu des sujets importants qui ont été mis à l'agenda. Ça a beaucoup secoué, ça a créé le débat public et je pense que c'était l'idée derrière ça. Donc, ce que ce texte présente, et ça rejoint les intervenants précédents aussi qui disaient comment et où on investit. Dans tout choc, il y a une opportunité et dans ce texte, on met de l'avant trois grandes idées là, qui résument ces multiples propositions, mais c'est grosso modo, c'est de revoir un peu la gouvernance environnementale parce que ce qui fait défaut, à notre avis, c'est une structure descendante qu'on a. Hein. Il y a des accords internationaux qui sont donnés, chaque pays reprend des objectifs et ensuite, il y a des grandes lignes qui sont données, mais la perspective ascendante, elle est pas très favorisée. Donc, quand on disait d'investir dans les PME plutôt que de concentrer les supports dans quelques grandes entreprises, bien, nous, on rejoint un peu ça en disant, bien, si on s'en va créer des chantiers régionaux, c'est un peu une politique de développement territorial. Si on s'en va choisir les bonnes idées dans chaque région et ensuite, on reprend ça à l'intérieur d'une gouvernance nationale qui est revampée et où on a envoyé la gouvernance du plan vert au ministère de l'Environnement, mais quel est l'ascendant de ce ministère sur l'ensemble du gouvernement? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un peu un conseil du trésor carbone, biodiversité et changement climatique qui aura un ascendant sur chacun de ces silos ministériels. Et finalement, bien, c'est de pouvoir financer la transition à bon escient. Donc, c'est autour de ces trois axes-là qu'on dirige l'intervention. Et tout ça se base aussi sur cette urgence climatique, l'urgence scientifique. Là, dans 2 jours, on va célébrer les 5 ans de l'accord de Paris. Oui. Et si on fait le bilan 5 ans plus tard, c'est tout à fait catastrophique. Hein? Plutôt que de diminuer, de s'en aller vers une mobilisation courageuse des États-nations vers une diminution des émissions de gaz à effet de serre, on a suivi une courbe d'augmentation qui suivait la tendance des dernières années, mis à part cette année avec la pandémie. Mais même à ça, le ralentissement économique, la crise économique n'a pas diminué les gaz à effet de serre de l'ampleur dont il est nécessaire d'un point de vue scientifique. C'est hallucinant. Au début du confinement, on se souvient, en mars à avril, on disait, par exemple, en Asie ou en Europe, que le confinement diminuait les effets de la pollution. Vous venez de dire, Jérôme, que ça n'a pas été substantiel. Il reste que... Est-ce que, Christian, l'urgence, c'est important l'urgence en art, là, quand même, là. Est-ce que l'urgence, elle est ressentie? C'est ça la question, en fait, parce que tout le monde devrait être concerné. Les dirigeants, certainement, c'est intelligent, Jérôme, en amener à un changement des structures du pouvoir décisionnel, là. Mais est-ce que vous sentez que cette urgence-là, Christian, vous pouvez être sensible, vous, comme artiste,
du pouls de la population. Oui, J'ai l'impression qu'on réalise là, dans moi, je me disais, la COVID, c'est prologue, hein? C'est peut-être prologue. C'est peut-être ouverture, puis après va venir le dégât écologique. On ne sait pas, je ne veux pas être prêtre de malheur, mais moi, ce que je trouve intéressant de ce texte, c'est toute la question de la décentralisation. Hein? Puis je sais de sources sûres qu'un livre de André Larocque, qui était ancien sous-ministre aux réformes des institutions démocratiques, sur René Lévesque, a été envoyé au premier ministre. Et le premier ministre, M. Legault, a répondu avec une lettre officielle du Parlement, de l'Assemblée nationale, avec les crestes et tout ça, avec les logos, dans lequel il a avoué à la personne qui lui a envoyé le livre qu'il se considérait lui-même lévéquiste. Et donc, il y a des preuves de ça. Et donc, on sait qu'après l'indépendance du Québec, le projet de Lévesque, c'était la décentralisation. Donc, reste à voir si notre premier ministre, le gap, l'écart qu'il y a entre ce que dit le pouvoir et ce qu'il fait. Oui, on verra très bien. Alors, il faudrait le faire lire, l'État du Québec, certainement, Jérôme Duprat. Il faudrait le mettre sur la liste de lecture obligatoire de notre premier ministre, qui est un lecteur quand même, qui s'en réclame et il le fait très bien. Donc, cet État du Québec, Christian Lapointe, Jérôme Duprat, merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est là-dessus que se conclut cette retransmission en direct de ce lancement de l'État du Québec 25e édition. Vous pouvez l'acheter sur le site, bien sûr, de l'Institut du Nouveau Monde. Vous pouvez contribuer à cette organisation très importante pour la santé de notre démocratie en allant sur le site web de l'Institut du Nouveau Monde. Merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Portez-vous bien. À très bientôt.